31 millions de francs suisses. C'est la somme versée pour un objet tenant dans le creux d'une main. Un montant suffisant pour acquérir de multiples palaces. Comment un assemblage de métal peut-il atteindre une telle valeur? Quelle histoire justifie ce vertige financier? La réponse porte un nom. La Patek Philippe Grandmaster Chime, référence 6300A. Pour comprendre cette démesure, il faut revenir au moment exact où cette pièce a bouleversé le marché. Et pour saisir pourquoi un matériau banal l'a rendue plus précieuse que l'or pur, il faudra percer le secret des enchères. Le 9 novembre 2019, la salle des ventes de Genève est plongée dans le silence. Le commissaire-priseur de la maison Christie's lève son marteau. Dans cette pièce réunissant d'immenses fortunes, l'air est électrique. Les enchères ont commencé à une estimation de 2,5 millions de francs suisses. L'ascension a été fulgurante, effaçant les repères du marché de l'art. Le marteau s'abat enfin, résonnant comme un coup de tonnerre. 31 millions de francs suisses. Sous les applaudissements d'un public médusé, un record du monde vient d'être établi. L'objet adjugé n'est ni une toile de maître, ni un lourd diamant, mais une montre-bracelet. Cependant, un détail trouble les connaisseurs et pose une énigme fascinante. Dans la haute horlogerie, les garde-temps atteignant des sommets stratosphériques sont traditionnellement façonnés dans des métaux nobles. Le platine, l'or gris ou l'or rose règnent en maîtres absolus. Pourtant, la pièce qui vient de pulvériser le record mondial absolu, détrônant une légendaire montre commandée au début du XXe siècle pour un banquier américain, possède un boîtier fabriqué dans un alliage singulièrement ordinaire. L'acier inoxydable. Il s'agit alors de comprendre ce qui a poussé les collectionneurs les plus puissants à se livrer une guerre d'enchères impitoyable pour acquérir un objet forgé dans le même métal que les instruments quotidiens ou la carrosserie des automobiles populaires. Pour dénouer ce paradoxe, il faut replonger dans les origines de cet événement. La vente de 2019 n'était pas ordinaire. Il s'agissait de la 8e édition d'Only Watch, une prestigieuse vente caritative biennale. Créée par le monégasque Luc Pétavino, cette initiative invite les grandes maisons suisses à faire don d'une création unique afin de financer la recherche médicale sur une maladie génétique sévère. La dimension philanthropique explique une grande part de l'engouement, mais elle ne justifie pas une déraison d'une telle ampleur. La véritable explication réside dans la nature même du lot exceptionnel offert par la manufacture Patek Philippe. 5 ans plus tôt, en 2014, cette illustre maison célébrait son 175e anniversaire. Pour marquer l'histoire, la marque avait dévoilé son garde-temps le plus complexe jamais conçu. 7 exemplaires seulement avaient été produits, dotés de boîtiers magistralement gravés en or rose. Ces pièces étaient strictement réservées aux clients les plus intimes de la manufacture, rendant leur acquisition totalement impossible pour le commun des mortels, même pour d'importants milliardaires. Face à la sollicitation d'Only Watch, la direction de la marque a pris une décision radicale. Au lieu de proposer un modèle classique légèrement modifié, elle a choisi de ressusciter cette architecture mécanique d'une complexité absolue, mais en créant un exemplaire rigoureusement unique. C'est précisément ici que l'acier inoxydable entre en scène. Chez cette manufacture, appliquer l'acier à une pièce abritant 20 fonctions est un acte de transgression. C'est une anomalie délibérée, un geste iconoclaste transformant immédiatement l'objet en un mythe absolu. Sur le cadran de cette œuvre micromécanique, une inscription délicate a été apposée pour sceller son destin. Les mots « The Only One », signifiant « l'unique » en anglais, viennent confirmer ce que les amateurs savaient déjà. Dans le monde de l'hyperluxe, la valeur ne se mesure plus à la quantité d'or massif qu'un objet contient. La valeur ultime, le sommet de la pyramide, c'est l'exclusivité absolue. En offrant cet unique exemplaire en acier, la maison horlogère a créé le monopole parfait. L'acquéreur ne s'est pas offert un instrument pour mesurer le temps. Il a acheté le privilège exclusif de posséder ce que personne d'autre au monde ne pourra jamais détenir. C'est cette conjonction vertigineuse entre le sommet de la complexité humaine, la rareté institutionnalisée par l'acier et le statut de pièce unique qui a dicté la loi du marteau ce jour de novembre, réécrivant à jamais l'histoire du luxe contemporain. Un maître horloger se penche sur un espace de travail baigné par une lumière froide. Avec une respiration lente,
il ajuste un minuscule rouage à l'aide de Bruxelles d'une finesse extrême. Sous sa loupe, 1366 composants s'entrelacent dans un balai mécanique d'une densité étouffante. Certaines pièces, fraisées dans des alliages de haute technologie, sont plus fines qu'un cheveu humain. D'autres exigent des semaines de polissage manuel pour réduire les frictions microscopiques. Dans cet univers confiné, le moindre tremblement, la plus infime particule de poussière corromprait le système et anéantirait des milliers d'heures de labeur. Ce travail dépasse le simple artisanat. Il s'agit d'une ingénierie de l'extrême, une bataille contre les lois de la physique pour donner vie au calibre le plus redoutable de la manufacture genevoise. La fiche technique de ce monument d'acier donne rapidement le vertige. Le mouvement abrite 20 complications, le terme désignant toute fonction mécanique s'ajoutant à la simple indication des heures, des minutes et des secondes. Le propriétaire dispose d'un quantième perpétuel d'une intelligence remarquable, programmé mécaniquement pour reconnaître les années bissextiles et la longueur de chaque mois jusqu'à l'année 2100. S'y ajoute un affichage des phases de la Lune, un second fuseau horaire pour les grands voyageurs et l'indication de l'année sur 4 chiffres par disque sautant. Face à cette profusion d'informations temporelles et astronomiques, un obstacle technique d'une ampleur inédite se dresse. Le défi n'est plus seulement d'accumuler les prouesses, mais de résoudre une crise spatiale. La grande contradiction de la haute horlogerie réside dans la gestion de l'espace. Historiquement, l'accumulation de telles fonctions était le privilège des montres de poche massives, dont le large diamètre offrait aux artisans un vaste champ d'expression. L'enjeu est ici de rassembler cette immensité fonctionnelle dans un boîtier devant impérativement conserver les proportions gracieuses d'une montre de poignet. Si les ingénieurs avaient superposé ces compteurs et guichets sur une surface unique, l'objet serait devenu un chaos visuel illisible. Pire encore, le garde-temps aurait pris l'apparence d'une lourde horloge attachée au bras, perdant instantanément sa valeur symbolique d'accessoire d'élégance suprême. Une création valant des dizaines de millions ne tolère aucune disgrâce esthétique. La valeur exceptionnelle de ce chef-d'œuvre repose sur cette tension entre la puissance contenue et l'harmonie des lignes. Chaque addition d'une fonction complexifie exponentiellement la distribution de l'énergie. Le ressort principal doit garantir une force parfaitement stable, qu'il s'agisse de propulser une fine aiguille avec fluidité ou de déclencher, à minuit précis, le saut simultané des lourds disques du calendrier. La maîtrise absolue de cette force minuscule justifie les sommets financiers atteints lors des grandes ventes publiques. Les amateurs d'art paient le prix fort pour cette domination invisible de l'espace et de l'énergie. Pour briser cette impasse et sauver la pureté des lignes, la manufacture a breveté une solution d'une audace spectaculaire. Les concepteurs ont imaginé un boîtier totalement réversible. La pièce présente 2 visages parfaitement fonctionnels. Un mécanisme de rotation d'une complexité inouïe, dissimulé dans les attaches du bracelet, permet à son propriétaire de faire pivoter le corps de la montre à 180 degrés. Cette manipulation majestueuse se verrouille avec un cliquetis sourd et rassurant, signature des assemblages parfaits. D'un côté, le cadran se consacre au temps usuel et aux indicateurs des fonctions acoustiques. En retournant le boîtier, le second visage se déploie exclusivement pour le calendrier perpétuel, offrant une lecture claire de la date. Cette architecture novatrice a offert à cet objet inestimable une harmonie visuelle absolue, tout en dissimulant l'un des cœurs mécaniques les plus denses de l'histoire horlogère. Dans une pièce insonorisée, au cœur de la manufacture genevoise, le silence règne en maître absolu. Un tintement cristallin, à la fois puissant et délicat, brise soudain cette quiétude monacale. Assis à un imposant bureau de noyer, le président de la prestigieuse maison horlogère écoute attentivement, les yeux mi-clos, absorbés par la mélodie mécanique. Il évalue la résonance de la matière, la pureté de chaque ton et le rythme précis du carillon. Ce rituel, hérité des traditions séculaires, est totalement incontournable avant qu'une pièce majeure ne quitte les ateliers. Si la mélodie présente la plus infime discordance, si l'harmonie n'est pas jugée transcendante, l'œuvre est immédiatement refusée et démontée pour de longs mois de réajustement. L'oreille humaine, dans ce sanctuaire du luxe roman, demeure le seul juge de paix, supplantant allègrement les ordinateurs et les analyseurs de fréquences les plus sophistiqués.
Cette exigence obsessionnelle met en lumière un mystère fondamental qui fascine les collectionneurs. Les maîtres horlogers considèrent depuis des siècles la maîtrise du son comme le pinacle absolu de leur art, un graal inaccessible pour l'immense majorité des créateurs. Le paradoxe est saisissant. La conception d'un balai astronomique complexe, ou l'usinage d'un tourbillon défiant la gravité terrestre, requiert des calculs prodigieux, mais ces éléments évoluent dans un silence total. Il convient alors d'analyser les raisons profondes qui transforment la simple production d'une note de musique en un défi technique d'une envergure colossale, capable de justifier des records d'enchères stupéfiants. Historiquement, la répétition minute a été inventée dans les vallées suisses, bien avant l'apparition de l'électricité, pour permettre de connaître l'heure dans l'obscurité. La mécanique acoustique exige de défier les lois élémentaires de la physique au sein d'un espace extrêmement restreint. Pour créer l'univers sonore de cette pièce unique, le mécanisme intègre une grande et une petite sonnerie, frappant automatiquement le passage des heures et des quarts, tel un clocher miniature au poignet. Le son est généré par de minuscules marteaux façonnés dans un acier de haute précision, venant percuter des timbres, de fins fils de métal savamment enroulés autour de la circonférence du mouvement. La difficulté absolue réside dans la gestion implacable de l'énergie. Animer ces marteaux exige une puissance phénoménale. Si l'architecture énergétique est imparfaite, le déclenchement de la sonnerie épuise le ressort principal et arrête irrémédiablement la course des aiguilles. La matière du boîtier ajoute une dimension critique à ce casse-tête. L'acier inoxydable, choisi avec audace pour cet exemplaire unique, possède une densité moléculaire profondément différente des métaux précieux. L'or rose offre naturellement un son chaud, tandis que le platine étouffe les ondes. L'acier, extrêmement réactif, produit un son vif et cristallin. Les acousticiens de la manufacture ont dû repenser l'architecture interne et limer les timbres au micron près pour que cet alliage austère délivre une sonorité riche et enveloppante, respectant la noblesse de la signature acoustique genevoise. La véritable apothéose de cette création, qui résout la quête de l'innovation absolue, repose sur l'intégration de deux fonctions inédites dans l'histoire de l'horlogerie. Les ingénieurs ont accompli l'impossible en développant un réveil sonnant l'heure programmée sur les timbres du carillon. Plus spectaculaire encore, ils ont inventé la répétition de la date. D'une simple pression sur un poussoir, le cerveau mécanique interroge son propre calendrier, lit physiquement la position des engrenages, puis déclenche une séquence mélodique. Pour le 25 du mois, la montre fait résonner 2 coups doubles pour indiquer les dizaines, suivis de 5 coups simples pour les unités. C'est à cet instant précis que s'achève la grande quête. Le métal inerte n'a pas seulement été domestiqué pour indiquer le passage du temps. Il a été doté d'une conscience mécanique étourdissante, capable de traduire sa mémoire pour chanter le calendrier avec une perfection envoûtante. Un artisan retient son souffle dans un atelier baigné par la lumière du Nord, au cœur du canton de Genève. Ses mains fermes font lentement pivoter la lourde manivelle d'un tour à guillocher manuel, une machine imposante datant du XIXe siècle, totalement dépourvue du moindre composant électrique. La pointe d'acier vient inciser le métal avec une précision diabolique, retirant de minuscules copeaux brillants. L'homme sait pertinemment qu'une infime variation de pression, un simple tressaillement de son poignet, anéantirait instantanément ce boîtier d'une valeur inestimable. Il n'y a aucun filet de sécurité, aucune touche d'annulation, aucune machine à commande numérique pour corriger une trajectoire imparfaite. Le destin de la montre mécanique la plus chère du monde repose entièrement sur la mémoire musculaire et la virtuosité d'un seul être humain. Face à l'hypertechnologie du XXIe siècle, où des lasers découpent des alliages spatiaux au millième de millimètre, un profond mystère entoure les choix esthétiques de cette création colossale. Il convient d'analyser ce qui pousse les dirigeants d'une illustre maison, produisant un chef-d'œuvre valant plusieurs dizaines de millions de francs suisses, à confier sa décoration à un outillage ancestral par essence faillible. Une autre interrogation majeure surgit face au visage principal de ce prodige mécanique, habillé d'une teinte saumonée, une couleur remarquablement atypique, très éloignée du classicisme rassurant du blanc émail ou du noir profond habituellement exigé pour les pièces d'une telle envergure.
Le design d'un objet d'hyperluxe obéit à un lexique complexe, un ensemble de codes visuels et historiques que seule une élite mondiale de collectionneurs parvient à déchiffrer avec aisance. Le majestueux boîtier réversible, forgé dans un acier inoxydable d'une dureté exceptionnelle, présente des flancs entièrement sculptés du motif clou de Paris. Ce décor géométrique, fondamentalement emblématique de l'artisanat d'art et du patrimoine horloger francophone, se compose de multiples petites pyramides entrecroisées qui accrochent la lumière avec une intensité théâtrale. La réalisation de ce guillochage à la main sur une surface courbe et particulièrement rebelle à l'usinage relève de l'exploit technique. Chaque ligne gravée doit observer une profondeur rigoureusement identique pour garantir la symétrie éclatante du motif final. L'utilisation d'une machine moderne aurait rendu ce décor cliniquement parfait, mais par conséquent totalement dénué d'âme aux yeux des grands esthètes. C'est l'infime et majestueuse imperfection de la main humaine qui confère à la pièce son statut d'œuvre d'art vivante. Sur la face avant, dédiée à l'affichage des heures et des spectaculaires fonctions acoustiques, la couleur saumon attire irrémédiablement le regard. Elle est élégamment complétée par des chiffres de style breguet en or massif, un hommage direct et appuyé au génie horloger français du XVIIIe siècle. Dans le langage historique de la haute horlogerie, cette nuance audacieuse n'est jamais sélectionnée par hasard. Au milieu du XXe siècle, de prestigieuses manufactures suisses réservaient parfois des cadrans aux reflets cuivrés ou saumon à des commandes extrêmement confidentielles, souvent exécutées pour de grands industriels ou d'éminents membres de la noblesse européenne. Au fil des décennies, cette teinte singulière est devenue le marqueur absolu de la rareté suprême. C'est un signal discret, un code silencieux adressé aux connaisseurs, signifiant l'appartenance à un cercle d'initiés où l'ostentation triviale cède la place à la culture historique la plus pointue. Le contraste atteint son apogée esthétique lorsque le propriétaire actionne le mécanisme de rotation breveté pour révéler la seconde face de la montre. Le cadran arrière, entièrement dévolu au balai astronomique du calendrier perpétuel, affiche une teinte noire ébène, stricte, épurée et redoutablement élégante. L'opposition radicale entre la chaleur envoûtante du visage saumonné et la rigueur absolue du visage noir encapsule toute la philosophie de ce garde-temps sans équivalent. L'énigme esthétique trouve alors son explication lumineuse. En associant une teinte historiquement liée aux commandes spéciales les plus inaccessibles à un artisanat manuel périlleux et séculaire, la manufacture démontre de manière magistrale que la véritable opulence échappe au processus industriel contemporain. La valeur faramineuse de cette pièce unique provient de cette célébration intransigeante de l'artisanat d'art, où le risque absolu pris par la main de l'homme garantit un niveau d'exclusivité que tout l'or du monde ne saurait imiter. Une transaction bancaire cryptée et silencieuse traverse les réseaux financiers internationaux en une fraction de seconde. 31 millions de francs suisses quittent le compte d'un acquéreur, dont l'anonymat demeure farouchement protégé, pour rejoindre les coffres de la célèbre maison de vente genevoise. Cette somme vertigineuse équivaut au prix d'un vaste domaine historique, perché sur les hauteurs de la Côte d'Azur ou de plusieurs somptueux appartements haussmanniens situés dans les plus prestigieux quartiers de Paris. Pourtant, ce transfert de capitaux d'une ampleur monumentale ne vise pas l'acquisition d'un vaste territoire patrimonial incontestable, mais la possession d'un objet de quelques centaines de grammes d'acier dont la fonction originelle consiste prosaïquement à indiquer le défilement des heures. Face à cet abîme financier, le motif profond d'un tel acte d'achat constitue une véritable énigme psychologique. L'analyse purement rationnelle échoue à expliquer la volonté d'un individu de franchir les frontières de la logique économique élémentaire pour s'offrir un objet mécanique dont les fonctions d'affichage du temps sont aisément reproduites par n'importe quel outil numérique contemporain. Il est donc indispensable d'analyser si cette acquisition faramineuse relève d'une démonstration de pouvoir destinée à écraser la concurrence au sein d'une élite mondiale restreinte, d'un calcul spéculatif froid visant à sanctuariser une fortune face aux incertitudes mondiales, ou d'une quête de sens infiniment plus complexe et spirituelle. Depuis la Renaissance européenne, la haute horlogerie fascine intensément les hautes sphères du pouvoir. Les rois de France et les cours impériales commandaient jadis des automates complexes et des chronomètres perfectionnés aux grands maîtres artisans
pour asseoir symboliquement leur domination sur la science et sur le temps lui-même. Au XXIe siècle, les capitaines d'industrie et les collectionneurs fortunés ont supplanté les monarques, mais la fascination perdure. Dans un monde de plus en plus virtuel, où d'immenses fortunes se mesurent en données intangibles et en valeurs immatérielles, posséder une œuvre cinétique façonnée manuellement offre un ancrage matériel absolu. La valeur véritable ne réside plus dans la fonction utilitaire du garde-temps, mais dans cette concentration vertigineuse de génie intellectuel, d'histoire séculaire et de virtuosité manuelle encapsulée dans un volume microscopique. Néanmoins, la vente historique de novembre 2019 transcende la simple passion de la collection ou la recherche de prestige personnel. L'intégralité du produit de cette enchère exceptionnelle a été reversée à l'association monégasque contre les myopathies, une organisation dédiée à la recherche sur une maladie dégénérative grave. Cette dimension fondamentalement philanthropique modifie radicalement la nature même de la transaction financière. L'acquéreur anonyme savait pertinemment qu'en portant les enchères à un niveau jamais atteint dans l'histoire de l'humanité, il finançait directement des essais cliniques cruciaux et des avancées scientifiques majeures. Le chef-d'œuvre de micromécanique devient ainsi un vecteur tangible d'espoir, transformant l'art du luxe suprême en un instrument de salut public indispensable. La résolution de ce fascinant paradoxe moral et financier éclate alors au grand jour avec une clarté absolue. La personne qui a triomphé lors de cette bataille d'enchères impitoyable n'a pas simplement acheté la montre la plus complexe et la plus désirable de sa génération. Cet individu a fait l'acquisition d'une parcelle d'éternité. En liant son destin de manière indissociable au sommet absolu du patrimoine horloger suisse et à une œuvre de bienfaisance d'envergure mondiale, l'acheteur a figé un instant décisif dans la grande histoire des hommes. Le métal inerte, patiemment animé par ses 1366 composants d'acier et d'or, ne se contente plus de compter les secondes fuyantes, il devient le témoin permanent de la capacité humaine à sublimer la matière pour accomplir des miracles. Notre voyage au cœur du mystère et de la beauté de ce garde-temps sans égal s'achève ici. Si cette exploration des sommets de l'artisanat d'exception et de la grande histoire du luxe a retenu votre attention, je vous invite chaleureusement à soutenir ce travail en laissant une mention j'aime sous cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir très prochainement de nouvelles histoires fascinantes sur les objets les plus extraordinaires et les plus inaccessibles de notre époque. À très bientôt.